Dan. Oui, bonjour, monsieur Bourdin. Vous êtes fonctionnaire territorial aujourd'hui, Dan. Oui. Vous venez de Tourcoing, Dan. Tout à fait, je suis originaire de Tourcoing, donc j'ai grandi jusqu'à 18 ans. Oui. Donc après ma sortie de prison, donc j'ai quitté cette ville. Oui. Et donc en écoutant les infos aujourd'hui, avoir Tourcoing, avoir le parcours de Mohamed et aussi avoir le parcours de tellement de jeunes là. De Mehdi Nemmouche, ou vous voulez parler de Mehdi Nemmouche? C'est Nemmouche, oui, c'est ça. Et donc avoir Tourcoing, ça m'a fait comme un pincement au cœur là, de voir Tourcoing, son parcours, et de me dire que ça aurait pu être moi ce mec-là. Et donc ça. Vous avez fait combien de séjours en prison, Dan? Donc des séjours que je le dis bien, que tout le monde l'entende, que j'ai mérité, hein, évidemment. Oui. Donc j'ai fait 3 séjours en prison, dont le premier je l'ai fait en Belgique. Donc c'était aussi pour vous dire la proximité entre le Nord et la Belgique. Donc à Anvers, dans la banlieue d'Anvers. Pour quelle délinquance? Oh, vous savez, j'ai un CV classique, malheureusement, de jeunes délinquants. On commence par les petits vols, les larcins. C'était, je me rappelle, vers 13 ou 14 ans, j'ai fait 15 jours de prison à Anvers, donc pour un vol de voiture. Puis après le deuxième séjour, je l'ai fait à la maison d'arrêt de Los, en France, presque 6 mois, donc pour une affaire de stupéfiants, du cannabis. Et donc la dernière affaire, donc toutes ces affaires, donc la dernière affaire, c'était pour une histoire d'héros. Et donc là, j'ai fait un séjour un peu plus long, 9 mois, où j'ai eu mes 18 ans justement, donc en prison. Et la chance que j'ai, donc encore une fois, j'ai mérité tous mes séjours, mais la chance que j'ai eue, c'était d'être mineur, donc de pas avoir eu des très lourdes peines, donc et d'être mineur, ça m'a permis de pas rester en prison ad vitam aeternam, quoi. Oui. Et donc tout ça. Et vous êtes converti à l'islam. Donc voilà, donc alors ce qui se passe, c'est très simplement, je viens d'un quartier, donc dans certains quartiers, il faut savoir que être blanc de peau, c'est plutôt être minoritaire. Donc on a toujours ce complexe de se dire de se rapprocher de la majorité. Et donc par chez moi, donc le fait de voir des musulmans, c'est comme ça qu'on dit, des musulmans dans le quartier, ça a toujours eu une image valorisante de se dire être délinquant, être musulman, travailler, Tourcoing, travailler c'est pas évident, mais bien qu'il y en a qui travaillent, je signale aussi, mais d'être musulman, ça m'a toujours attiré, l'air de rien, me disant être musulman, avoir une bonne barbe, un camis, une sorte de djellaba blanche, c'est un signe de respect. Et donc j'avais cette image dans la tête, peut-être qu'un jour je le ferai. Et chemin faisant, un jour j'ai atterri dans mon dernier séjour en détention, j'ai fait 9 mois. Et donc là, j'ai eu, à la maison d'arrêt de Los, près de Lille. Donc j'ai côtoyé vous savez bien, le fameux gang de Roubaix. Vous avez dû en entendre parler. Oui. Et donc en prison, j'ai eu l'occasion de rencontrer un de ses membres. Donc je tairai le nom. Et en fait, de le rencontrer tout simplement en cours de promenade. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Et il m'a littéralement, ça m'a impressionné. Comment il vous a impressionné, Dan? Racontez-nous, parce que là vous êtes au cœur. Je disais, on dit beaucoup de choses, les politiques, tout le monde, mais vous avez été au contact, vraiment à l'intérieur même de la prison. Dan, comment, allez-y, comment on essayait de vous embarquer dans l'extrémisme? On peut pas dire que personne n'embarque personne. Je crois qu'il y a une affaire de choix. Faut être honnête. C'est une question de choix. Je le rappelle souvent à certaines personnes. De force de caractère aussi. De force de caractère. Quand j'étais jeune, j'étais au collège. Il y a des jeunes qui ont fait le choix de travailler, d'aller à la bibliothèque travailler. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai fait un choix de facilité qui m'a mis en prison. Donc, c'était une question de choix. Bref. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, donc en cours de promenade, moi, donc j'étais déjà dans un processus où je voulais me détacher de la société. J'en avais un peu ras-le-bol de vendre, d'être au coin de la rue, de toujours avoir peur des chnouches, de la police, de toujours avoir peur de tout ça. Il y a un moment où on fait stop. En plus, j'avais 2 autres frères qui étaient aussi en prison. On était vraiment un ras-le-bol. Et ce mec-là, en face de moi, donc moi qui étais déjà plus ou moins attiré par l'islam, pour des mauvaises raisons, et donc j'étais attiré par cette religion. Et il me racontait qu'il était à Roubaix, donc avec ce qui se passait en Bosnie-Herzégovine à l'époque, ces images-là, le voir lui et me dire j'avais une Kalachnikov dans la rue, je tirais sur les policiers.
c'était un peu fascinant, quoi. J'étais là à me dire comment lui, un mec tout frêle devant moi, a eu la force, le courage de prendre une Kalachnikov, de se battre pour une cause, de défendre des gens opprimés dans un pays, et toute cette histoire racontée, alors moi ça me fascinait. J'étais là, je dis bah merde alors, et le voir entouré à travers les médias, entouré de GIGN et compagnie, j'ai dit bah merde alors, ce mec-là c'est bonhomme quoi entre guillemets. Et donc chemin faisant, donc moi après le séjour en détention suit son cours, en prison. Vous savez, en prison, moi j'ai connu très tôt, j'ai vu tout ce qui est je crois pas trop aux imams formés, j'y crois pas trop, parce que une fois qu'on est dans le processus où on a envie d'être radical, je veux dire, l'imam formé, il va pas apaiser cette colère. Enfin, il y a toute une colère en nous, et voilà quoi. Et puis elle trouve refuge, elle trouve même une sorte de canalisateur justement dans cet islam radical, et donc je crois pas trop à ça. Mais j'ai connu très tôt l'administration pénitentiaire lutter contre le principe de porter une djellaba en prison. Vous savez, quand on est les salafistes souvent portent le camis. Le camis, c'est une robe blanche, un peu comme on voit dans les pays du Golfe. Et donc c'est une robe toute blanche. Et donc souvent pour faire la prière, tout simplement, on porte ce camis, ou on peut même le porter en permanence. Et j'ai vu très tôt l'administration pénitentiaire justement lutter contre le simple fait de porter le camis, qui provoquait justement en réaction une défiance des détenus de le porter par réaction. Donc en fait une restriction entraînait une réaction, et ainsi de suite. C'était la même chose pendant la période du Ramadan. Donc il y avait toujours un effet de masse, un effet de groupe qui faisait que les détenus, voyant se faire attaquer, on se soudait, et puis c'était un jeu sans fin. Et donc, moi je vous parle de ça dans les années donc on est dans les années fin 90. Donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas où c'en est dans l'administration pénitentiaire, mais voilà. Donc moi après sortant de là, sortant de la détention, je me suis renseigné justement très vite. Je me suis retrouvé vers les salafistes, quoi, vers ceux qui assumaient leur religion, vers ceux qui étaient dans le quartier, qui t'expliquaient comment faire la prière, etc., etc. Et très vite, on a dans les mains des brochures je n'ai pas les noms en tête, mais de brochures où on a des lectures très crues sur les mécréants, sur leur place qui est réservée en enfer. Très vite, on est abreuvé. Mais encore une fois, volontairement, on lit ça et on voit ces choses, et on est très vite abreuvé de se dire mais sa vie à lui n'a pas de valeur à lui. Et donc très vite, avec cette image en tête du mec de Roubaix, du fameux gang de Roubaix, ces lectures-là, très vite, on a envie, quoi. Et puis à l'époque, il y avait pas encore l'Afghanistan, enfin comme aujourd'hui, comme par le passé, il y avait la Tchétchénie, on en parlait beaucoup déjà. Et voilà, très vite, après on va vers les mosquées, justement, salafistes, voilà, bref. Je vous résume, mais moi je voudrais juste dire que il y a aussi, faut voir quand même, j'entends beaucoup le fait d'être manipulé, il y a aussi une part de choix, et elle est importante dans une prise de décision. Moi j'ai fait un choix. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance, on m'a tendu la main, certaines personnes. Aujourd'hui, vous voyez, je suis fonctionnaire, donc personne ne pourrait croire aujourd'hui que je suis fonctionnaire. Enfin, je veux dire, vu mon parcours, c'est inimaginable, mais je le suis. Et d'autres l'ont fait avant moi, et ont fait le choix d'étudier, de travailler dans ces quartiers-là. Et j'ai toujours en mémoire le fait qu'à Tourcoing, on était 35 au collège. Dans ma classe, et 35 n'ont pas eu le même parcours que moi. Donc voilà, je voulais dire ça. C'est une question de choix. Et après, le traitement à donner à ces situations-là, franchement, bon courage. Je vois pas, parce qu'il y a, voilà. Merci Dan. Merci pour ce témoignage long mais ô combien intéressant.